Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va faire le tour de l'actualité ce matin avec votre invité puisque vous recevez le haut-commissaire. Oui, Patrice Faure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer effectivement, comme le disait Nicolas, un certain nombre de sujets d'actualité ce matin. À commencer, si vous le voulez bien, par le prêt de l'AFD à la Calédonie garanti par l'État, qui a été annoncé la semaine dernière et signé. Finalement, c'est un prêt de 21 milliards au lieu des 25 milliards prévus et demandés. Est-ce que ça correspond à la limite de capacité d'emprunt du territoire? C'est ça qui a prévalu dans la somme allouée? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, comme vous le savez, le Parlement a voté une garantie possible jusqu'à 25 milliards. Donc, l'AFD pourrait prêter au gouvernement calédonien jusqu'à 25 milliards. Ensuite, j'ai demandé, il y a quelques semaines, à la CTC d'examiner, d'expertiser ce qu'était la structuration de la dette, ce qu'étaient les fragilités et les forces de la Calédonie au niveau budgétaire. Ils nous ont rendu un rapport qui sera d'ailleurs rendu public sous peu et qui amenait à évaluer ce déficit entre 17 et 19 milliards. Ensuite, il y a eu un dialogue constructif entre les services du gouvernement ainsi que ceux du Haut-Commissariat. Il y a une discussion fondée sur ces éléments techniques entre le président du gouvernement et le ministre des Outre-mer, une discussion assez franche et constructive qui consistait à se dire les choses. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à emprunter 25 milliards, c'est-à-dire endetter au maximum de ce que pouvait l'être la Calédonie, ou est-ce qu'il s'agissait de permettre au président du gouvernement et aux Calédoniens d'avoir un budget qui pouvait être acté rapidement, en équilibre, certes, mais avec en creux, et il faut le dire, une certaine forme d'obligation, de challenge sur trouver des ressources nouvelles ou alors, en tout cas, prendre des réformes structurelles pour éviter justement que le déficit structurel ne puisse se répéter l'année prochaine. Et donc là, cette somme de 21 milliards a été évidemment discutée et d'un commun accord entre le ministre de l'Outre-mer et M. Mapou, ils sont tombés d'accord sur ce chiffre. Ce chiffre, il permettra quoi? Il permettra, comme je vous l'ai dit, de voter un budget à l'équilibre, d'accord, de décider de ce budget, premièrement. Deuxièmement, il conduit à ce qu'il y ait des obligations, entre guillemets, c'est-à-dire que le ministre n'a pas voulu se poser en disant on vous prête 21 milliards, mais vous faites ça et ça et ça. Il n'y a pas de contrepartie fixe. Non, parce que le gouvernement est autonome, d'accord. Le gouvernement national et l'Assemblée nationale, le Parlement ont voté une garantie possible. Pour autant, le gouvernement est autonome. Ce que voulait rappeler le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, c'est que il ne faudrait pas que l'année prochaine, ces déficits budgétaires structurels se reproduisent parce qu'il n'y aura plus de capacité d'emprunt. Donc aujourd'hui, il y a une petite marge de manœuvre encore s'il le fallait, potentiellement. Pour autant, un certain nombre de choses, et il ne revient pas ni à l'État ni au gouvernement national de dire faites ci, faites ça, augmentez les impôts, etc. Des conseils ont été prodigués par la CTC, par nos services et par le ministre, sur effectivement une forme d'équilibre entre l'augmentation de quelques taxes ou impôts, ou la création éventuelle de quelques taxes ou impôts, ou tout dépend, des mesures structurelles qui doivent apporter des réponses dans la durée. C'est ça qui compte le plus pour nous. Donc pas de fléchage précis, mais des incitations à mener les réformes structurelles, c'est bien ça? Tout à fait. Il reste donc 4 milliards de possibilités d'emprunt au cas où la Calédonie en ait besoin, mais après, ce que vous nous dites, c'est que ce sera plus possible d'aller plus loin. Il faut se dire les choses, c'est que le territoire est très endetté. Il le sera un petit peu plus avec 21 milliards. Pour autant, effectivement, il y a une 4 milliards de possibilités. Ces 4 milliards, c'est un peu la poire pour la soif, mais en même temps, c'est pas ça. Je pense que les 21 milliards, c'était une solution très adaptée, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. On se dit pas, on prend tout puis on verra ce qu'on en fait. Non, il y a une mesure de sagesse, c'est que on a besoin de 21 milliards pour équilibrer les comptes, en tout cas préparer le budget. Pour autant, les 4 milliards qui manquent, plutôt que d'aller les emprunter, on va les trouver dans des mesures structurelles, dans l'accompagnement, etc. Et ça, c'est au gouvernement de Calédonie de le faire. Quand on négocie un prêt, on regarde aussi les capacités de remboursement et un calendrier. J'imagine qu'il a été fixé, sachant qu'il y a déjà un prêt à rembourser, donc ça cumule les choses. Oui, effectivement. Donc là, maintenant, ça va aller assez vite pour que justement l'AFD puisse proposer et négocier avec le gouvernement ce prêt de 21 milliards. En même temps, il faut se dire aussi les choses, c'est que
si toutes les mesures ne doivent pas être ou ne peuvent pas être mises en œuvre à l'instant T et de façon instantanée, il revient au gouvernement de faire en sorte, avec le Congrès bien sûr, qui va voter les lois, de faire en sorte de prendre des décisions assez rapides pour certaines, de façon à ce que justement les rentrées potentielles puissent se faire dans un agenda assez court, pour que justement le budget de la Calédonie puisse en avoir un bénéfice. Si ces mesures étaient prises à la fin de l'année, il n'y aurait aucun bénéfice pour la Calédonie d'ici là, et donc inévitablement les 4 milliards recherchés par exemple, ou plus ou moins, ne seraient pas là, et donc potentiellement il serait difficile de finir l'année. Alors Patrice Faure, lors de votre récent déplacement à Paris, on va encore parler d'argent si vous le voulez bien. Avant votre départ, vous aviez visité un certain nombre de communes. Dans le cadre des visites communales que vous menez régulièrement, vous avez constaté les dégâts occasionnés par les récentes intempéries en disant on va voir s'il y a aussi de l'argent pour aider les communes dans un certain nombre de travaux. Est-ce que vous avez pu aboutir là-dessus et est-ce que c'est le rôle de l'État d'aider directement les communes? Alors c'est le rôle de l'État d'aider, quoi qu'il arrive, parce que notamment, j'ai visité quelques communes où on voit bien que ces pluies qui frappent de plus en plus souvent, en tout cas cette année, en tout cas j'ai pu le constater par moi-même, les communes, certaines communes, et pas toutes les communes, ont fragilisé parfois l'accès jusqu'aux écoles. C'est important pour moi, puisque il faut que nos enfants puissent aller à l'école librement, et donc ça, j'ai vu que les maires s'y étaient attachés, et donc nous essayons de venir en aide. Avant-hier, nous avons reçu une enveloppe de quasiment 250 000 euros au titre de Fonds Solidarité de l'Outre-mer. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai effectivement porté devant monsieur le Premier ministre et le ministre des Outre-mer également une demande de quelques millions d'euros pour des mesures d'urgence, de façon à accompagner les communes dans la rénovation ou la remise en état de certains ouvrages d'art. Je pense que nous y arriverons. En tout cas, nous en prenons le chemin. Nous sommes en train d'argumenter notre demande avec notamment les nouvelles pluies, la nouvelle dépression qui a fait également encore un peu de dégâts qui s'ajoutent aux précédents. Pour autant, il faut se dire les choses aussi, puisque certains me disent oui, mais pourquoi le fonds de catastrophes naturelles, etc. Je rappelle qu'ici, les gens ne cotisent pas au titre de l'assurance pour le fonds Barnier, donc quand on ne cotise pas, il ne faut pas espérer pouvoir recevoir. Ça, c'est une donnée qui est assez simple, assez binaire, mais pour autant, c'est le cas. Alors parlons, si vous voulez bien, monsieur le haut-commissaire de l'avenir institutionnel, parce que c'est une question qui est un peu en suspens. Tout le monde a été d'accord pour mettre les discussions en stand-by d'une certaine façon pendant la période électorale en métropole, présidentielle puis législative. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien pendant cette période ? Non, je peux vous dire que quand vous regardez mon agenda, je peux vous dire qu'il se passe des choses. Nous travaillons plutôt très activement. Alors, du travail en chambre, qui n'a pas forcément vocation à être public, parce qu'en fait, c'est du travail administratif qui vise à regarder, en tout cas à examiner au sein des services de l'État ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais aussi de préparer les différents audits, un audit de la décolonisation, mais aussi un audit de ce qu'a été l'accord de Nouméa, comme ça a été prévu. Alors, tout ça va prendre du temps, bien évidemment, donc ça ne va pas se faire de façon instantanée. Il ne faut pas se dire dans les 3 jours tout ça est fini. Non, bien évidemment, nous travaillons. Il y a la partie administrative, rédaction des clauses techniques du marché, passation du marché. Ensuite, il faut évidemment qu'avant de rédiger ces clauses, que nous en parlions à l'ensemble des parties, ce que nous commençons à faire, de façon à ce que cet audit corresponde aussi à l'ensemble des questions que l'ensemble des parties se posent. Il ne s'agirait pas de faire un audit puis se dire voilà, on a décidé et puis in fine on a une réponse, sauf qu'elle ne correspond pas à l'ensemble des questions que se posent les parties. Donc il faut vraiment que ça corresponde à une volonté collective. Donc ça prend du temps, un petit peu, même si je peux vous dire que nous travaillons. Ensuite viendra donc la passation du marché, ensuite la réalisation de cet audit, et ensuite les conclusions de cet audit, conclusions qui seront probablement des bases de discussion, des bases mais pas que, des bases de discussion sur l'avenir institutionnel, sur des modifications à apporter ou pas, sur ce qu'ont été les transferts de compétences, est-ce qu'il faut améliorer tel transfert, est-ce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, est-ce qu'on est allé jusqu'au bout et c'est pas totalement exercé, ou d'un côté ou de l'autre. Ça c'est ces audits qui le dira, et puis ce sont les discussions qui s'ouvriront sur ces sujets. Alors vous dites passation de marché, ça veut dire que ces audits vont être réalisés par des cabinets spécialisés ? Oui, c'est ce que nous préférons, puisque en fait, il faut se dire les choses, c'est qu'on va reparler de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors il ne faudrait pas qu'on dise mais c'est parce que c'est l'État qui l'a fait, donc c'est un document partisan, ou alors on l'a demandé aux collectivités, donc certains pourraient dire c'est partisan. Non, il faut que ce soit d'une neutralité extrême, soit totalement apaisé, on se pose des questions, on regarde techniquement ce qui a été fait, on regarde ce qui a été la réalité
réalité sur le terrain, et puis après, on pourra discuter. Alors, lors de son récent déplacement à New York, le ministre des Outre-mer avait évoqué une éventuelle implication de l'ONU dans les discussions à venir. Il n'avait pas précisé le périmètre. Est-ce que ça pourrait être dans ces audits, justement, que l'ONU soit sollicitée, notamment pour l'audit sur la décolonisation? L'audit pour la décolonisation, probablement, mais en même temps, effectivement, il a discuté avec l'ONU. L'ONU est souvent parmi nous, bien évidemment. Il nous accompagne, et nous sommes sous la loupe grossissante de ces experts. Donc, ça ne nous pose aucune difficulté, mais vraiment aucune. Donc, que l'ONU soit là, qui nous accompagne, je ne vais pas dire qui nous surveille, parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, en totale transparence, nous agirons, et comme nous l'avons fait par le passé, comme nous le ferons dans le futur. Le calendrier est fait de telle sorte que ces audits puissent être publiés à la fin de la période législative, la période électorale en métropole, pour que les discussions s'enclenchent rapidement derrière? Vous savez, nous sommes encore dans un pays latin, donc tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. En tout cas, nous ferons au plus vite. Mais je ne vais pas vous dire qu'à tel jour, telle date, puisque si je prenais cet engagement, que je ne pourrais ne pas pouvoir tenir, parce qu'il y a des conditions administratives et le respect des règles. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui à quelle date ça va commencer, à quelle date ça va se terminer. Pour autant, nous y travaillons. On va parler de l'actualité sanitaire, si vous le voulez bien, parce qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qui se posent. Alors, on sait que la commission permanente se réunit ce matin pour étudier une éventuelle levée de l'abrogation de l'obligation vaccinale. Vous suivez évidemment les travaux. Quelles conséquences ça pourrait avoir de votre côté? Bon, d'abord, il faut rappeler les choses. L'obligation vaccinale depuis la métropole pour venir en Calédonie a suivi l'obligation vaccinale décidée ici pour l'ensemble de la population, puisque à l'origine, les élus demandaient à ce que les gens soient vaccinés au départ de Paris pour venir ici, sans qu'il y ait l'obligation vaccinale ici. Sauf que c'est juridiquement impossible. Donc pour que nous accédions à la demande calédonienne de vacciner les gens avant de venir en Calédonie, il fallait d'abord qu'il y ait l'obligation vaccinale ici, en Nouvelle-Calédonie. J'entends dire qu'aujourd'hui, le Congrès voterait la fin de l'obligation vaccinale. Nous en prenons acte, nous en prendrons acte. Je n'ai pas à commenter, comme certains pourraient l'espérer. J'ai mon avis sur le sujet, mais ça ne regarde que moi, pour la simple et bonne raison que c'est une compétence du pays. Et donc, je suis respectueux des compétences des uns et des autres. Et donc, même si j'ai mon avis personnel, je respecte ce que pourrait décider le Congrès, ou pas d'ailleurs, puisque ce n'est pas encore fait, sur l'abrogation de l'obligation vaccinale. Cette abrogation pourrait avoir pour conséquence, en effet, je dis bien pourrait, parce qu'on est en train de l'étudier, parce que, je le dis très simplement aussi, c'est que nous, États, n'avons pas forcément intérêt aussi que cette fin de l'obligation vaccinale puisse conduire à une réintroduction massive du virus, avec un coup d'arrêt encore pour l'économie, une suractivité pour les hôpitaux. Et donc, bien évidemment, d'abord, nous respecterons le droit. Pour autant, nous essaierons de faire en sorte d'adapter nos décisions pour qu'elles soient le plus en corrélation, en tout cas adaptées à ce que pourrait être une nouvelle crise ou pas. Mais je n'imagine pas un instant que les décisions que pourrait prendre le Congrès aujourd'hui ne soient pas pesées en fonction de la réalité du terrain et des risques encourus. Donc, potentiellement, l'abrogation vaccinale qui pourrait être décidée aujourd'hui pourrait conduire à ce qu'il n'y ait plus d'obligation vaccinale au départ de Paris pour venir en Nouvelle-Calédonie. Ce serait assez logique. Mais alors du coup, est-ce que ça change la position ou la réflexion sur la levée éventuelle d'une septaine? Parce qu'on sait que c'est aussi un sujet qui est en réflexion et là qui est décidé conjointement par le gouvernement et par l'État. Écoutez, la septaine, aujourd'hui, concerne l'ensemble des Outre-mer, d'accord. Tous les Outre-mer ne sont pas au même pied d'égalité. Aujourd'hui, la Réunion souffre encore assez massivement de la crise de la Covid. Nous, on voit bien que le taux d'incidence est en train de baisser. On était un peu plus de 4000 il y a quelques jours, on est à 2400 à peu près hier. Donc, on suit cette évolution. Il y a peu de malades, en tout cas en urgence sanitaire à l'hôpital ici. Des décisions vont être prises. Nous en avons parlé assez longuement avec le cabinet du ministre des Outre-mer. Après, on peut se poser la question, est-ce que la septaine est supprimée uniquement pour les gens qui sont vaccinés ? Est-ce que la septaine est supprimée pour les gens qui sont vaccinés et non vaccinés, mais maintenue pour les gens qui viennent de zone rouge ? Donc, ce sont des décisions à prendre, puisque
ces décisions emportent quand même des conséquences, ici comme ailleurs, et donc il faudra prendre la meilleure des postures, de toute façon, à ce que nous fassions courir de risque à personne. Mais là, il y aura une décision ou une annonce qui pourrait être faite rapidement ? Je pense que très rapidement, cette décision sera prise pour 3 raisons. D'abord parce que nombre d'élus portent cette volonté de supprimer la septaine. Et puis deuxièmement, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi des conséquences sur le terrain, notamment on fait état de lignes aériennes qui n'ont pas pu réouvrir puisque la septaine était encore présente. Donc le gouvernement prendra des décisions, bien évidemment. Pour autant, elles sont pesées de façon à ce qu'elles n'emportent pas des conséquences malheureuses. Dernier point à évoquer avec vous, monsieur le commissaire, ce matin, c'est la question de la sécurité routière. On sait que l'année... Vous voulez parler de l'insécurité routière ? De l'insécurité routière, oui. L'année 2021 a été difficile. Le début de cette année 2022 n'est pas très encourageant en termes de statistiques. On a l'impression qu'on ne sait plus par quel bout prendre ce problème. Écoutez, les chiffres ne sont pas très encourageants, ils sont dramatiques. L'année dernière, en 2021, nous avions malheureusement déploré 48 morts. Depuis le 1er janvier 2022, nous en déplorons déjà 13. Je vais vous donner quelques chiffres pour que les Calédoniennes et les Calédoniens aient bien conscience du drame qui se vit tous les jours, ou quasiment en Calédonie. Quand nous avons pour 1 million d'habitants 193 morts en Calédonie, d'accord, donc on a projeté ça sur 1 million. En Australie, ils en ont 50 pour 1 million d'habitants. En Guadeloupe, ils en ont 117. En Polynésie, ils en ont 80. Et en Nouvelle-Zélande, ils en ont 70. Vous imaginez qu'en Guadeloupe, où il y a déjà beaucoup de morts, 117, nous sommes quasiment au double, 193 en Nouvelle-Calédonie. Quand la prégnance de l'alcoolémie dans les accidents est de 30% pour les tués en métropole, l'alcoolémie représente 66% des tués en Nouvelle-Calédonie. 30% en métropole, 66% en Nouvelle-Calédonie. Le coût de l'insécurité routière estimé par le gouvernement est aujourd'hui de 30 milliards de francs. 30 milliards de francs. Le taux de conduite sans permis conforme est extrêmement élevé. Estimation officieuse entre 20 et 30%. Entre 20 et 30% des gens qui conduisent n'ont pas ou n'auraient pas le permis de conduire. Ou un permis non valide. Ou un permis non valide. Croyez-vous que ça puisse être supporté ? Croyez-vous que ça puisse être supportable pour ces familles qui, malheureusement, sont endeuillées, 13 familles endeuillées. Pensez-vous que la Calédonie ait besoin de se priver de ces jeunes entre 18 et 24 ans qui forment les 85% des tués en Nouvelle-Calédonie. 85% des tués en Calédonie entre 18 et 24 ans. Alors qu'on a besoin de cette jeunesse, on a besoin de ces gens parce qu'on a besoin de leurs compétences, on a besoin qu'ils soient là, on a besoin qu'ils soient en famille, on a besoin qu'ils soient au bureau, dans les entreprises, on a besoin qu'ils soient avec nous et pas au cimetière. Donc il faut qu'il y ait un sursaut, un vrai sursaut. Alors avec le gouvernement, nous allons reprendre des travaux qui avaient peut-être pas totalement porté leurs fruits, notamment l'éducation routière chez les enfants. Quand on constate qu'ici, la ceinture, elle est totalement aléatoire, malgré les efforts, et je salue le travail de fourmis, voire de titans des forces de l'ordre, qu'elles soient des polices municipales, de la gendarmerie et de la police nationale, qui sont de plus en plus présents au bord des routes, qui sanctionnent de plus en plus, mais il faut qu'il y ait un sursaut, une prise en compte des parents et des enfants de l'impérieuse nécessité de porter la ceinture de sécurité. Dans l'immense majorité des cas où il y a des décès, la ceinture n'est pas portée. Je me rappelle ces slogans quand j'étais enfant, et pourtant j'ai 54 ans aujourd'hui. C'est quand j'étais enfant, c'était un clic vaut mieux qu'une grande claque. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, oui. Bon, eh bien, pourquoi devrions-nous revenir à ce slogan qui a 30 ans ici mais en fait, pourquoi ? C'est simple. Parce que toutes les semaines, il y a au moins un mort depuis le début de l'année. C'est beaucoup trop, il faut que ça cesse. Donc là, c'est la responsabilité de chacun que vous interpellez d'une certaine façon. C'est-à-dire que les pouvoirs publics peuvent mettre toutes les mesures qu'ils veulent. Ce sera impossible sans la participation des gens et la prise de conscience personnelle. Prise de conscience individuelle et collective, de monsieur et madame tout le monde, des parents vis-à-vis de leurs enfants, des enfants vis-à-vis de leurs parents. On voit parfois que ça marche mieux depuis les enfants jusque chez les parents. Quand on sensibilise bien les enfants, c'est les enfants qui font la morale aux parents et non l'inverse. Mais aussi des pouvoirs publics, et j'en fais partie, les services de l'État. Nous serons de plus en plus agressifs, je le dis, au bord des routes, sur les routes, de jour comme de nuit. Il en va de
la pérennité de ce beau territoire, de cette jeunesse dont nous nous privons malheureusement chaque semaine. Monsieur le haut-commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.